En cette année 90, les ordres viennent d'arriver. Les hommes s'apprêtent à me suivre, 5120 soldats. Chacun vient de charger son équipement et ses petits bagages personnels que nous appelons les Sarsinaï. Cet homme que vous voyez ici porte plus de 42 à 45 kilos d'armement et de paquetage. Cet homme part pour une marche de 20 à 22 km. Vous retrouvez ici le piloum, le grand javelot, et puis la furca de bois à laquelle sont suspendus ces Sarsinaï. Piloum et furca s'appuient sur le grand bouclier scutum protégé par sa housse. Détaillons le paquetage. Un filet, qui est un filet à provision dans lequel il peut mettre entre 3 et 15 jours de vivres. Entre 3 et 15 kilos de vivres. La pera, le sac où il a ses affaires personnelles, rasoir, miroir, briquet, amadou pour le feu, etc. Dessous, un autre grand sac, la mantica, qui est le sac à linge dans lequel il a tunique de rechange, un manteau, tous ses vêtements. Ici, un bidon. En réalité, nous ne savons pas à quoi il sert. Probablement quelque chose qui est assez rare et cher à l'époque, des sels de bain. Une gourde pour le ravitaillement en eau, un deuxième filet avec une paire de caligae de rechange, la patère en bronze qui est son assiette, la situle en bronze qui est le vase dans lequel il va faire sa cuisine personnelle. Ici, une paire de ciseaux que nous appelons les forces. Voilà, ainsi équipé, il porte 40 à 42 kilos entre l'armement et les sarkinae. Si ici, il met 15 jours de vivres pour une marche continue, il portera plus de 50 kilos de paquetage et d'armement. Bon, ce que je voudrais, c'est replacer un petit peu cette marche expérimentale dans un contexte plus général. Effectivement, depuis déjà une bonne trentaine d'années, les expérimentations en archéologie ont eu droit de cité, ce qui n'était pas le cas vraiment auparavant. Les Anglais, par exemple, avaient beaucoup plus d'avance que nous. Je me souviens, lorsqu'on allait voir un site en Angleterre, tous les dimanches, il y avait 2 ou 3 couples qui se costumaient en légionnaires romains et qui venaient avec les enfants, etc. Ce qui fait que les touristes se prenaient en photo avec eux. Ça donnait une petite couleur locale, mais ça nous paraissait un peu exotique et un peu bizarre. Et puis, quand l'expérimentation a eu droit de cité en France, ça a d'abord été pour les métiers. Par exemple, on voyait un potier qui tentait de reconstituer les mêmes poteries, on voyait un vannier qui essayait de faire cela. Et puis ça s'est vraiment musclé, si j'ose dire, au plan scientifique, et c'est devenu vraiment intéressant. Mais dans le cadre des légions, ça n'avait pas été le cas jusque-là. Et c'est vrai que les premières restitutions qui ont été faites, les premières compagnies qui se sont montées, les premières troupes, pour tout dire, bon, on était tous, les archéologues, un peu circonspects, un petit peu, en disant qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ne va pas être de la simple parade? Est-ce que ça ne va pas être un peu n'importe quoi? Et puis il est vrai que la Légio 8 Augusta, entre autres, il y en a d'autres, mais a été vraiment parmi les troupes qui ont le mieux expérimenté. Alors on demande souvent sur quoi ils se basent pour faire ça. C'est toujours un peu bizarre, on se dit tiens, comment savent-ils que les épées sont comme ça? Il y a en fait trois grandes sources documentaires. Il y a d'abord les textes. On a des textes d'auteurs latins ou grecs qui nous décrivent les armes, qui décrivent la tactique militaire et qui permettent de reconstituer un peu. On a une deuxième source, ce sont les stèles funéraires, c'est-à-dire les pierres tombales sur lesquelles souvent sont représentés les soldats, alors à cheval ou les fantassins. Et puis souvent, l'artiste qui a sculpté la pierre tombale, la stèle, a eu vraiment à cœur de mettre exactement, de façon très précise, toutes les décorations, toutes les armes, et on a là une image extrêmement concrète et très fidèle des décorations, de l'armement. Donc ça, c'est une source qui permet de reconstituer à l'identique.
Et puis une troisième source, ce sont les découvertes archéologiques elles-mêmes, où on voit, par exemple, quand on fouille une tombe de légionnaire, eh bien on a les armes, évidemment avec toutes les parties périssables qui ont disparu, mais ça permet d'avoir des sources de renseignements. J'avais vu, moi, la 8e Légion Augusta, déjà à plusieurs reprises, et puis lorsque on m'a téléphoné pour me dire qu'il allait y avoir des marches expérimentales, là j'ai trouvé l'idée drôlement intéressante, parce qu'effectivement, avoir, j'allais dire presque comme un mannequin, c'est-à-dire un soldat qui est habillé impeccablement, mais ça ne nous donne rien sur la stratégie militaire, sur les marches, sur comment se déroule entre les batailles, quelle est la vie quotidienne en même temps d'une légion. Et c'était en fait intéressant parce que ça n'était pas le légionnaire statique, mais c'était toute une légion en déplacement. Voir comment se passait la vie quotidienne de cette légion, le barda, vous savez, ce qu'on porte sur le dos, etc. Et surtout quand j'ai appris que tout allait être constitué exactement et que la cotte de maille qui pèse déjà plusieurs kilos, les armes, il y en a déjà pour au minimum 10 kilos, le barda, tout ce qui suit le légionnaire, la gourde, etc., la toile de tente, tout, etc. Bon, ça faisait une bonne vingtaine de kilos, donc c'était tout de même assez compliqué. Ça voulait dire que là, on allait voir si les vitesses de déplacement des légions qui étaient annoncées, quand on disait la légion est partie à marche forcée, a accompli tant de kilomètres, eh bien on disait mais est-ce que c'est humainement possible? Et là on allait avoir vraiment, et c'est ce que nous donne cette expérimentation, cette marche scientifique, on voit exactement si humainement l'organisme peut supporter ce genre de marche. Vu que le début du trajet, c'est un chemin court, c'est ça, on marche là. Alors la marche Bibracte Alésia offre deux types de paysages. Alors déjà l'ensemble du tracé est finalement de la moyenne colline, hein. On n'est pas sur un chemin trop compliqué, c'est vraiment un chemin tel qu'il pouvait exister à l'époque. Donc la première étape en fait globalement entre Bibracte et Saulieu, c'est le Morvan, avec donc des collines boisées, très densément boisées, avec des chemins qui franchissent ces collines. Alors la randonnée, le chemin de randonnée passe pas forcément dans les fonds de vallée, hein. Il peut emprunter, il peut traverser complètement des sommets, on passe très proche du Haut-Folin par exemple. Donc ça offre un paysage relativement sauvage et très intéressant, car c'est finalement un paysage qui pouvait être relativement proche de ce que pouvaient rencontrer les troupes romaines quand elles arrivaient dans ces provinces septentrionales du bassin méditerranéen en fait, hein, des consorts de la Narbonnaise ou de la province de Transalpine. On rencontre très fréquemment, très facilement ce type de paysage. Donc jusqu'à Saulieu, un paysage très densément boisé avec des collines relativement marquées. Bibracte est déjà un site qu'on a redécouvert au tout début du XXe siècle par les fouilles de Jacques-Gabriel Bulliot. On avait perdu en fait la trace de cette place forte, de cet oppidum gaulois. Donc la redécouverte de Jacques-Gabriel Bulliot a permis donc de remettre à jour cette grande capitale gauloise. Donc, gauloise au sens celtique, hein, pré-conquête. Et à la fin des années 90, ce site archéologique a fait l'objet d'un projet culturel de François Mitterrand, du président de la République de l'époque, pour créer un centre, donc déjà première étape, un musée archéologique, un musée de la civilisation celtique, l'un des plus beaux musées d'Europe, et en parallèle faire un centre de recherche pour pérenniser des fouilles archéologiques. Et c'est un centre européen archéologique. Là aussi, chaque été, chaque année, des équipes de l'Europe entière viennent pour étudier le monde celtique et principalement la ville celtique de Bibracte. C'est vraiment l'objectif principal des fouilles menées ici.
petite douille au niveau. J'ai récupéré là. C'est comme le fond. On les colle au haut des batailles. Ça a été dur. Ouais. Comparé aux autres années, non, ça. L'expérience fait que on avance quand même assez vite, en tout cas plus. Sur les trajets, enfin les pauses entre les trajets, il y en a beaucoup moins. Encore beaucoup moins que l'année dernière. Première impeccable. Pour l'instant, le matos ça a l'air de suivre, ça a l'air d'aller, donc ça me plaît, c'est bien. Maintenant, on verra par la suite. Toi, tu descends. Après, c'est fini. Voilà, vous montez vous montez encore pendant 1h30, facile. Ouais, on continue à esquiver le Haut-Folin. Et faites le tour de la. En fait, tu grimpes sur le bord du Haut-Folin. J'ai vraiment vache piqué faible. Oui, je viens faire une petite présentation du site des Bardiaux, donc qui a été acheté ce terrain par le docteur Olivier au départ, dans les années 70, et ensuite c'est lui qui l'a exploité, si on veut bien dire, ou découvert. C'est lui qui avait commencé les fouilles, qu'il avait fait avec monsieur Péquido, qui habite Arleuf, c'est un prof de Château-Chinon, avec Jacques Edline aussi. Ça avait été redonné aux monuments historiques. Et ces monuments historiques, après, ils ne voulaient plus le toucher, plus rien, parce qu'il fallait laisser dans l'état qu'il s'était. Et c'est à la suite de ça, dans les années 90, après 90, que ça a été redonné au parc du Morvan. J'ai le Paco. Des impressions. Comment dire, c'est juste génial, mais c'est vrai que c'est pas évident physiquement. Enfin bon, c'est un peu initiatique pour moi parce que plus tard, comme j'ai envie de bosser là-dedans, voilà, ça me permet déjà d'avoir des impressions et de me dire et d'avoir déjà une bonne opinion de la chose. Je pourrais faire la part des choses plus tard quand je travaillerai avec plus de précision là-dessus. Sinon, c'est génial. Quand on est arrivé, c'est génial.
Alors, impression au premier jour. Mieux que la première année que j'ai pu faire. Avec une arrivée groupée, pas d'abandon, donc ça c'est super. Un gros travail sur le matériel qui a permis d'éviter les problèmes de souffle, d'éviter de trop souffrir, donc pouvoir aller jusqu'au bout de la marche, donc arriver tous ensemble. Pour moi c'est ce qui est le plus important, mais bon, il y a encore beaucoup de travail pour que ça soit parfait. Vous êtes aujourd'hui au théâtre gallo-romain des Bardiaux, qui est une des propriétés du parc naturel régional du Morvan, dans lequel la marche Bibracte-Alésia va se faire en grande partie. Alors le parc naturel régional du Morvan, c'est 123 communes au cœur de la Bourgogne, un parc ancien puisqu'il était classé en 1970, un des plus anciens parcs naturels régionaux de France, et c'est un territoire qui est aujourd'hui protégé par l'intermédiaire de ce label parc naturel régional. Le travail que le parc conduit tous les jours, c'est la préservation des milieux naturels remarquables, des paysages, de l'architecture, mais aussi de l'histoire de ce territoire qui, par l'intermédiaire notamment de Bibracte ou du théâtre des Bardiaux, présente de grandes richesses. Malgré tout, le parc, c'est aussi un territoire habité, un territoire vivant, et donc l'intérêt de notre institution, c'est de développer ce territoire, notamment au travers de la production forestière, la production agricole, et bien entendu le tourisme, le Morvan étant à 2h30 de Paris, c'est un territoire touristique par excellence, avec ses grands lacs, ses forêts, ses montagnes, ses chemins, etc. Voilà. On avait un tout petit peu plus d'autonomie parce qu'on avait... La marche, moi j'ai participé à la première et la troisième édition et c'est une très très belle aventure humaine parce que à la fois c'est porté par l'association, donc on est tous des bénévoles, donc on prend nos vacances pour faire ça, pour faire une épreuve physique ensemble. Donc c'est avant tout une très belle aventure associative, une très belle aventure humaine, avec des moments très forts, des moments rudes, donc lors des trajets qu'on a pu faire sous la pluie, sous le soleil, mais en même temps c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de l'intérêt que les gens portent au projet et aussi de la fraternité qui existe entre les membres de l'association et entre les membres des marcheurs, donc avec beaucoup de moments de convivialité le soir, où on a énormément rigolé, ce qui a aussi permis de souder le groupe, et même dans l'adversité, lors des épreuves de 20 km, voire plus, un soutien moral, psychologique, et des uns et des autres, et du coup une très très belle aventure de fraternité associative, donc c'est vraiment un plaisir. Alors,
Je suis en train de regarder si je garde mes chaussures ou pas, vu que j'ai le talon en l'air. Donc, bon. Tu penses que ça va tenir? Ben, là, tenue par ici, ben, c'est ce que je fais d'habitude, donc ça tient. Et puis là, au pire, ben, ça va me bouffer la chaussette, mais bon, je vais bien essayer comme ça. J'ai une deuxième paire, mais bon, comme ça, c'est plus des pantoufles qu'autre chose, ouais, si on peut dire. L'autre, je suis un peu mal dedans, donc si je peux éviter de les mettre, pour moi, ce serait bien. Là aujourd'hui c'est bien parce que merci. Hier on s'est dit c'est même plus du paro on va vous faire passer derrière. Voilà, mais sinon c'est pas. Il me faut des piles. T'as l'autre derrière. Ah non, ici c'est la capitale. Allez, 2 heures. Bon alors troisième jour de marche, c'est dur, bon le temps est un peu laborieux et puis le physique commence à pâtir un peu de l'effort, donc là on marche au moral, on attend de pouvoir se reposer à Saulieu ce soir tranquillement, de récupérer. Voilà, bon, le matériel tient bien, mes chaussures vont bien. Comparé à l'année dernière, j'ai beaucoup moins de soucis physiques, donc normalement ça devrait plutôt bien se goupiller cette année, se terminer si tant est que le moral tienne bon. Voilà. Le troisième jour là, c'est... Ouais. Troisième jour de marche, le temps, les événements font que c'est vraiment pas évident. Des moments où dans montée ou dans des descentes rocailleuses, on est comment dire, on est à plat quoi. Faut vraiment tenir le rythme, des fois on se met en cadence, on essaye de penser aux copains qui vont pas bien et puis ça va bien. Mais c'est vrai que quand on arrive à la fin, on est content. Mais c'est toujours quelque chose de vraiment passionnant parce que, enfin voilà, c'est une aventure humaine, quoi, tout simplement. Ah ben voilà, troisième jour, on est l'après-midi, il fait beau.
gros orages, les pieds commencent un peu à souffrir parce que j'ai un problème avec une chaussure. On va essayer de résoudre ça ce soir, mais autrement, bon, l'aventure continue, mais c'est dur, c'est hard. Il faut quand même suivre, c'est une bonne cadence. Donc on continue. Allez, c'est bon niveau. On descend de Bibracte, on descend de Bibracte, on descend de Bibracte à Alésia. Bravo! Ottawa! Willis! 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 Scutado sum! Ostiose! Tout ça est un drôle de mélange, en fin de compte, un peu détonnant, parce qu'on a vu débarquer ici, il y a maintenant 2 ans ou un peu plus, une légion romaine, en plein Morvan, le pays des Éduins, qui ont trahi les Gaulois, qui ont trahi les Romains, puis qui ont à nouveau trahi les Gaulois, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur le territoire éduin, c'est-à-dire à Bibracte, pour foutre la pile aux Romains. Ce qui n'a pas eu lieu, ça a été l'inverse. D'où nouvelle trahison des Éduins. Tout ça est bien compliqué. Et maintenant, nous voilà 2000 ans après avec une légion romaine qui redébarque. Et comme il faut bien la piloter, comme il se trouve que je connais un petit peu les chemins du Morvan, c'est à moi qu'on a demandé de les aider à trouver un axe itinéraire. Or, moi, je ne suis pas morvandio, je suis du Nord, je suis du pays des Nerviens, de ceux dont César a dit qu'il les avait tués tous jusqu'au dernier, sans quoi il s'est trompé, puisque je suis là. Et puis, je suis dans le Morvan depuis maintenant près de 40 ans, et c'est tout de même assez drôle d'accueillir et de piloter, d'être l'indicateur de chemin, de traite quelque part, encore une traîtrise, pour une légion romaine qu'on accueille bien sûr avec énormément de plaisir. Je crois que les gens du Morvan apprécient énormément cette marche d'un autre style, d'une autre portée qui traverse leur pays tous les ans. Oui, parmi tous les axes, parce que l'axe Bibracte-Alésia que suit la marche de la Légion 8, évidemment, il est tout trouvé. Bibracte-Alésia, c'est le chemin suivi par Vercingétorix, quand il était avec sa seule cavalerie, d'ailleurs, il avait laissé son infanterie derrière lui, persuadé qu'il allait, passez-moi l'expression, foutre la pile à César. On sait que c'est l'inverse qui s'est produit. On a reconstitué cet axe à but extrême culturel, mais surtout touristique, bien le dire, mais il existe bien d'autres axes. Il y en a un, par exemple, qui prend le Morvan, grosso modo en diagonale, depuis Vézelay jusqu'à Autun, qu'on appelle par portion, et c'est le cas ici au-dessus d'Anneau, la voie ferrée. Et si on l'appelle la voie ferrée, c'est parce qu'on y trouvait du minerai de fer, qui était transporté depuis des mines de fer qui se trouvaient dans la région de Vézelay, jusqu'aux forges d'Augusto Dunum, qui, dès le départ, Augusto Dunum, qui est donc devenu Autun, dès le départ, Augusto Dunum a été créé tout début de notre ère, 5-15 de notre ère à peu près, a été une cité de forgerons. Forgerons qui descendaient de Bibracte d'ailleurs, qui était bien plus ancien que ça. Mais ça s'est développé avec cette ville moderne pour l'époque qui était Augusto Dunum. Et il a fallu du métal, du minerai pour ce métal, et ce minerai il venait de la région, notamment de la région de Vézelay. Et il y a eu une voie qui n'était jamais qu'une récupération d'une voie romaine, qui elle-même était une récupération des voies antiques. Ce sont des chemins qui au fond ont toujours existé, mais qui ont été retaillés, retracés à l'usage qu'on voulait en faire. Et on a ici tout un axe qu'on pourrait reconstituer dans sa
grosse partie, sinon dans sa totalité, je n'y crois pas totalement dans sa totalité, mais pour l'essentiel, on pourrait reconstituer cet axe qui est la voie ferrée. Rien à voir avec une voie ferrée telle qu'on le conçoit de nos jours, bien sûr, qui est un vieux chemin, bien sûr, dans certains endroits très très embroussaillés, dans d'autres endroits, au contraire, étonnamment praticables. Je pense à une séquence juste au-dessus d'Anneau, qui se trouve entre des talus. On a fait une tranchée à l'époque considérable. Pour notre époque, ce serait une tranchée encore très forte, pour que ce chemin puisse passer avec des pentes que pouvaient prendre ces chars, attelés de bœufs bien sûr à l'époque. Et maintenant, cette tranchée est bordée, comme on dit, de queules chez nous. Les queules, ce sont des souches. Vous savez que jadis, pour fermer un pré, on tordait les branches. On faisait des palissades comme ça de branches. Et puis tout ça a été abandonné quand on a inventé malheureusement le barbelé, c'est autre chose. Et on a laissé ces souches qui étaient toutes tordues, qu'on avait tordues à la main, ces branches qu'on avait tordues, on les a laissées pousser. C'est parti avec des formes extraordinaires. Puis maintenant, ça ne fait plus que d'énormes souches un peu vieilles, un peu mortes. On appelle ça des queules. Et ce chemin, dans cette tranchée qui a été creusée à l'époque romaine, gauloise, tout ça commence avant la création d'Augustonum. Cette énorme tranchée avec ces souches qui le dominent, ça a une allure extraordinaire. L'imaginaire est complètement débridé dans ce genre de choses. Après Saulieu, quelques kilomètres après Saulieu, on va arriver sur un tout autre type de paysage qui est l'Auxois, avec des plateaux calcaires. Là, c'est la configuration géographique et topographique change complètement. C'est moins de collines, quelques collines quand même prononcées, hein, notamment la montée avant d'arriver sur le plateau qui mènera à Flavigny, ou enfin la dernière montée sur le mont Auxois, sur l'oppidum d'Alésia. Tu l'as mis dedans? Ah bah c'est parfait. C'est chaud. Eh ben, 4e jour, bonne cadence ce matin, on a bien déroulé, il fait un peu chaud quand même. Mais bon, les pieds commencent un peu à souffrir, mais on va y arriver, on va s'accrocher et puis on va aller au bout. Sur la journée d'aujourd'hui, on a un temps froid dans les plaines, avec un peu de vent, mais dès qu'on est en forêt, on a vraiment un temps humide. Donc aujourd'hui, j'ai retiré l'armure parce que j'ai étouffé de chaud. Voilà. Après, bon, ça devient difficile. Mal aux pieds, toujours. Et puis voilà, les trapèzes qui font toujours mal. Sinon, bon, on va essayer d'arriver au château de Tille entier, quoi. Voilà. Donc moi je m'appelle Perceval, donc on a repris le site, le château de Tille avec ma compagne Catherine, il y a maintenant, c'est la 5e année. Ici on se trouve en Bourgogne, en Côte d'Or, plus exactement près de Saulieu, Semur-en-Auxois, à mi-chemin entre Bibrac et Alésia. Donc la butte de Tille où est édifié le château, on dit que c'est le plus vieux château fort de France, d'où certainement mur d'enceinte. Le mur d'enceinte, on a des écrits parlent qu'une des filles de Charlemagne aurait fait construire le mur d'enceinte. Avant les châteaux de pierre, donc en l'an 800 et des poussières, hein, puisque les châteaux de pierre c'est l'an 1000, avant c'était en bois. D'où cette appellation, un des plus vieux châteaux forts de France. Après, Tille, la famille, les Tille existent, enfin ils occupaient le lieu depuis le 9e siècle,
Xe siècle, pardon, jusqu'en 1500. Et l'apogée, c'était le XIVe siècle. XIVe siècle, lui, il était comte, mais surtout, il était chef des armées du duc de Bourgogne, donc connétable, donc c'était un seigneur puissant. Et à cette période, il a fait construire la collégiale qui est juste derrière nous, qui fait partie du château, quoi, qui est magnifique. Vous avez caché ça. Vous voulez pas qu'on mange. Et après, j'en ai eu d'autres, mais bon, c'est tout à fait encadré. Il y avait tellement de choses là, il y avait moins premièrement, c'est le début. Ottawa, Bueniré, Pergueré, Dex, Team Dex, Oyum, Tour, Alors, le territoire éduin, depuis le 2e voire le 3e siècle avant Jésus-Christ, est un territoire extrêmement riche. Bon, déjà par sa position centrale sur l'ensemble de la France, Bibracte est une ville qui est finalement un passage obligé si on veut rejoindre les peuples au nord, situés au nord, et en tout cas les peuples qui permettent de faire transiter de l'étain qui viendrait de Grande-Bretagne. Donc le territoire éduin contrôle ces passages obligés qui mèneront après sur la vallée de la Saône et la vallée du Rhône, qui vont mener vers la Méditerranée. Donc les Éduins contrôlent cet espace-là. C'est un peuple extrêmement riche parce qu'il maîtrise ces routes commerciales-là. Autre intérêt, c'est que le Morvan, le cœur du territoire éduin, est riche en ressources naturelles, en minerais. Minerais de zinc, de cuivre, beaucoup de minerais essentiels. Les forgerons éduins sont réputés dans la Méditerranée entière pour leur capacité à travailler ce minerai, ce métal. Pas les chapeaux, parce que j'ai pensé tout à l'heure. Vous avez de l'inspiration. Bah, même s'il est tapé court, et demain, c'est le même temps. Yann, il vous a fait couper. Super. Bravo. Bon, 6e jour de marche, on est à 3 km de l'arrivée à Cliray. On est pressé d'aller faire la sieste tranquille au soleil, donc normalement dans une petite heure on va être arrivé. La semaine a été très difficile. Pour ma part, j'ai eu de la chance cette année, les pieds vont bien parce que mes chaussures sont bien faites. Et pour le reste, le moral tient bon et on essaie de carburer pour finir en beauté demain. Bon, on vient de se monter la côte de Brun, qui porte bien son nom, enfin une partie, la moitié. Bon, ça grimpe très fort. Bon, on a réussi à passer, on a un peu de casse. Mais bon, on reste serein et on sait qu'on va aller jusqu'au bout parce que au moins on pourra faire une bonne sieste cet après-midi. Voilà.
Au départ, je croyais que j'étais quand même plus en forme que ça avant de me mettre dans cette expérience-là qui est la marche expérimentale. Et effectivement, ça a été très très difficile de m'arrêter dès la deuxième journée, au bout de je ne sais plus combien de kilomètres, mais vraiment parce que mon corps ne voulait plus. La tête voulait y aller, mais le corps dit juste stop, non, tu vas t'arrêter. Par contre, aujourd'hui, qui est l'avant-dernier jour de la marche, ma tête avait dit que j'allais m'arrêter, mais bizarrement, à un moment donné, je me suis dit non, il faut se faire un peu de mal, même si on est plus lent que les autres, c'est pas grave, on va essayer de finir la marche coûte que coûte, parce qu'on a déjà assez ravalé sa fierté les jours d'avant où on a arrêté. Et effectivement, c'est une très très grosse récompense d'arriver à la fin. Alors pour mon cas, vu que moi je m'étais quasiment arrêté à quelques kilomètres de la fin, ce qui m'a motivé à continuer, et je le remercie beaucoup, c'est Germain en fait, du coup, ce qui s'était retrouvé avec le même rythme que moi, mais lui il disait je vais aller jusqu'à la fin, tant pis, j'irai à mon rythme. Et mentalement j'ai décidé, enfin quelque chose s'est passé dans ma tête où je me suis dit je ne vais pas laisser Germain tout seul, je vais aller avec lui, on va voir ce que ça donne. Et finalement oui, on a réussi à terminer l'étape à 2. Pire ennemi du marcheur qui voudrait aller jusqu'au bout, c'est s'écouter soi-même. C'est laisser la libre prise à ses douleurs, écouter ses douleurs, et c'est être amené à arrêter, à renoncer à aller jusqu'au bout de l'objectif. Bon, faut quand même savoir qu'on est ici par choix. Il faut aussi des fois se trouver en position de, sans dire de leader, mais de remotivateur surtout. C'est parce que c'est important que certaines choses soient respectées, dans le sens où on a quand même un timing qui est important. Et après, il y a des choses qui sont totalement humaines. Hein. Je veux dire, si le rythme n'est pas soutenu dès le matin, eh bien, naturellement, après la pause repas, ça diminue, par exemple. Je suis content d'avoir fait ça avec vous, les gars. Oui, c'est faisable. En voiture, c'est faisable. Des efforts comme ça, il y a peu de gens qui en font. Dans l'histoire romaine, on a bien souvent mis en avant le rôle du cheval dans la cavalerie, mais également dans les déplacements. Pourtant, on a longtemps ignoré le rôle de la mule et du mulet. Qu'est-ce qu'une mule? Une mule est avant tout une hybridation forcée par l'homme. Une hybridation entre un âne et une jument. Le croisement de cette hybridation a donné la mule ou le mulet, un animal aux caractéristiques impressionnantes. Déjà par sa taille, il reprend l'apparence globale du cheval, c'est-à-dire à cette époque une taille d'1m50, 1m55 au maximum au garrot, mais reprend également les attributs de son père, c'est-à-dire une courte crinière et des grandes oreilles. Quels sont les avantages de la mule sur le cheval? Eh bien, la mule est un animal qui a, premièrement, une caractéristique de portage bien supérieure à celui du cheval. Une mule peut être chargée maximum jusqu'à 150, voire parfois 200 kg pour les mules les plus robustes. Elle se nourrit d'une nourriture beaucoup plus frustre que le cheval, et bien souvent moins sensible aux parasites et aux maladies intestinales, et dispose également d'une voûte et d'une corne plantaire bien supérieure et bien plus dure que celle du cheval, ce qui lui donne en montagne une résistance à l'abrasion beaucoup plus forte. Pourtant, ces mules sont bien souvent absentes de la littérature et des grands reliefs sculptés. Mais en cherchant bien, on peut les retrouver dans de nombreux passages littéraires, notamment dans les marches militaires déjà sous César, mais également on les retrouve principalement sur les grands monuments de la ville romaine, qu'est la colonne Trajane. Et en cherchant bien, en comparant la taille des oreilles, mais également en comparant finalement la taille des attelages, on se rend compte que les mules sont bien présentes parmi les attelages et les bas de l'armée romaine.
Alors pour moi, première participation, déjà, si on parle que de la marche en elle-même, une magnifique aventure entre copains. Parce que je ne connaissais pas les 3/4 des gens qui marchaient avec moi. Et ça a permis justement de se souder, de se connaître et puis d'avancer. Parce que on faisait des conneries, on chantait, on rigolait, on en chiait, mais on avançait, on était potes, on était ensemble. Donc une très très belle aventure humaine pour moi. Beaucoup de souffrance, beaucoup de joie, beaucoup de bons moments, beaucoup de remises en question. Ce qui quand même est encourageant, c'est que ce qu'on fait, c'est pas pour rien. Voilà. Il y a différents épisodes, on en est au 3e, mais avec des améliorations, même si ça fait encore mal. Mais c'est surtout dû à nos personnes que ça fait mal. Donc moi, ça faisait 1 an que j'étais dans l'assaut déjà, mais j'avais jamais fait de marche expérimentale, donc c'était pour moi une première expérience. Donc j'ai pu récupérer un petit peu les connaissances d'un peu tout le monde pour pouvoir me préparer à cette marche-là. Mais malgré tout, il a quand même fallu adapter l'équipement à ma propre personne et je pense que je suis bien plus confiant pour une prochaine éventuelle marche. J'aurai un bien meilleur équipement. Extrême. Voilà, donc ça y est, la 3e et dernière édition de la marche est terminée. C'était une belle aventure, une rude épreuve. Juste pour revenir en arrière sur le projet initial de l'association, on était parti sur l'idée de reconstituer une marche avec un certain nombre de légionnaires, donc non pas une légion complète, mais plutôt une troupe en déplacement, afin de confronter les données que l'on connaît au niveau archéologique et textuel et iconographique sur l'armée romaine, et donc confronter ces données-là à la réalité d'une marche, certes actuelle, mais à une réalité physique d'une marche, donc pour voir ce qu'on pouvait en tirer et voir ce qu'on pouvait soit confirmer ou infirmer sur les hypothèses connues, et éventuellement émettre de nouvelles hypothèses sur le sujet. Donc il s'est avéré que la première édition était vraiment rude, donc on a essuyé les plâtres et on a mis à mal certaines hypothèses, certaines idées qui étaient déjà des idées préconçues, notamment sur la vitesse de marche qui était affichée dans beaucoup d'ouvrages et que moi on m'avait enseigné notamment à l'université sur, voilà, on disait marche entre 6-8 km/h, ce qui est complètement irréalisable avec un pactage et un armement qui avoisine en tout entre 30 et 40 kg, c'est irréalisable, sachant que d'autant plus l'année dernière la marche avait compris 2 mules et les mules, forcément on marche au pas aussi des mules, donc on ne peut pas les laisser en arrière. Je crois que le film que vous venez de voir relate une expérience tout à fait exceptionnelle, parce que s'il y avait eu par le passé des petites marches qui s'étaient étalées sur quelques kilomètres, vraiment tenter pendant 3 années des marches qui atteignent 120 km avec presque une dizaine de légionnaires, c'est une première en France, c'est vraiment unique, et je crois que les précautions scientifiques qui ont été prises, bon, on peut toujours chipoter si on veut sur 1 ou 2 détails évidemment, mais je crois que le compromis qui a été fait entre la réalité historique et la réalité de cette marche-là, qui est bien sûr adaptée à notre époque, est encore une fois exceptionnelle et est une belle réussite. Et je crois que la ville d'Autun peut s'enorgueillir d'avoir servi de base à cette marche, et le seul souhait que je pourrais exprimer, c'est que plein de conclusions scientifiques seront tirées de cela, que cela enrichira notre connaissance, et j'espère qu'il y aura d'autres marches, d'autres expérimentations qui éclaireront encore le chemin des historiens et des archéologues, qui n'est pas toujours très très facile à tracer.